hop, hop. Il est là, il vient d'arriver. Et j'ai rien à faire aujourd'hui. J'ai rien à faire, je vais le mettre à côté. Vu qu'il va être incapable de multitask le chat et tout, c'est moi qui lui dirai s'il y a des questions dans le chat. Et voilà. Bon, vous connaissez Glav, ça fait longtemps que t'étais pas passé pour une petite... voilà, t'es tellement occupé avec tes road trips en Europe, Starlink et voilà. Hein, Et le harem. oui, donc ouais, Samuel, prends place, hein, c'est toi le... voilà, hein, hop, voilà. Alors voilà, bon, on m'a sorti de mon tonneau de vin blanc. Le micro est là, la cam est là. Alors, les chers vautours, aujourd'hui on a dit qu'on allait parler de data. Camille m'a demandé de faire un truc. Alors attends, moi je viens sur... C'était lequel? Attends, j'ai fait une bêtise. Ah, bah, ça m'étonne pas, on est déjà bien lancé, hein. Il faut que je mette, voilà, mon chat, moi il faut que je vois les deux chats. Voilà, parce que je suis sur le deuxième écran moi. Et là regarde, donc, tu fais ça, comme ça les gens ont ton truc. Ah là tu vois plus le chat. Et là, toi, t'as ton petit exposé, ok? Voilà. Et moi, j'ai le chat ici, je me cache. Hop. Donc, Pépé m'a demandé de venir vous parler de tout ce qui est de données, de data, de tout ce qui se fait par rapport à ça, vu que moi je bosse dedans, que j'ai fini plein de trucs dedans, donc, et que j'ai quelques connaissances et puis qu'on va un peu rigoler. Donc, on va pas faire trop compliqué, on va vraiment faire un survol très léger, on va pas entrer dans tous les détails, etc. Donc on va juste voir pourquoi la donnée c'est quelque chose d'intéressant et d'important de nos jours, et ce à tous les niveaux. Alors, on parle de data, ou de données. Ça c'est la grande question. Pour tous les petits, les mecs qui pensent « Coucou, je suis un jeune cadre dynamique dans une start-up et il faut parler des data », non. Data, c'est un terme latin ou anglais qui vient du latin et c'est un pluriel. Donc on ne parlera jamais de la data, mais des data. Donc, vu qu'on est on fait des trucs en français, on va parler de données. Ça sera beaucoup plus simple. La donnée, il y a énormément de données qui sont faites, qui sont produites de nos jours. C'est des quantités invraisemblables. Il y a cette fameuse histoire où on dit que en une journée, une personne de nos jours produit plus de données qu'une personne au XVIIIe siècle pouvait en produire. C'est des quantités astronomiques qui sont produites. Voilà. Et après, il y a tous les problèmes de stockage qui vont avec, et puis combien de temps, Les données, c'est comment on appelle, le gasoline du 21e siècle. C'est avec ça que ça va faire vraiment marcher énormément d'entreprises, de décisions et des États. Mais il faut savoir les stocker, il faut savoir les utiliser, il faut savoir pour les piocher. Et après, comme pour l'essence, raffiner de l'essence brute. C'est pas avec de l'essence brute que tu vas pouvoir aller faire marcher tes T34. On va déjà commencer par une chose toute con. C'est quoi une donnée? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont une idée qu'est-ce que peut être une donnée? Mon nombre de viewers Twitch en ce moment, et d'où ils viennent, qui ils sont, et leur âge, leur démographie régionale. Alors ça, exactement, une donnée, c'est... une donnée, c'est la représentation d'une information. Donner information, c'est la même idée. Maintenant, une idée, une information qui va être raffinée, on va commencer à avoir des insights. Une fois que ces insights vont être retravaillés ensemble, on va pouvoir trouver des éléments d'action, etc. Mais la donnée, en tant que telle, ne va rien faire. L'âge du capitaine, 42... Là, il y a quoi? Il y a 64 personnes sur YouTube. En tant que tel, 64 ne veut rien dire. C'est comment tu vas pouvoir travailler cette donnée, la mettre en relation avec quelque chose d'autre,
qui va vraiment pouvoir faire que tu vas pouvoir bosser dans la donnée. Le nombre de chômeurs qui regardent Pépé, ou alors les losers qui disent qu'ils sont en télétravail, mais qui sont là tous les jours à la même heure, Ah bah, et qui sont pas là quand la CAF est ouverte. voilà. Ce genre de données, par exemple. C'est ça, c'est quand tu arrives à croiser des données qui permet de voir, etc. Maintenant, les données existent de plusieurs types. Les non matheux et ceux qui connaissent pas, c'est pas un problème. Mais comme je vous ai dit, tout est donné. Il n'y a pas de... une image est une donnée. On peut appliquer ensuite des algorithmes différents et variés qui vont pouvoir extraire des données qui ne sont pas forcément structurées derrière une image. On peut extraire, par exemple, je dis une bêtise, le sentiment, est-ce que le sentiment est positif ou négatif sur une image. Et ensuite, ça donne justement une autre donnée structurée. Ça te permet de commencer à entrer dans des maths et compagnie, mais là, je ne vais pas vous embêter. Mais l'élément clé à tenir, c'est que tout est donné. Et tout peut encore être une image, une vidéo, n'importe quoi peut encore être raffiné. Ça, je vous le mets pour l'académisme. Ce qu'on appelle le big data. Big data, c'est simplement la même chose que du data, que de la donnée, que tout ce qui est un fichier Excel. Semi-structuré, tu aurais une définition. Ah bah oui, mais tes mots de merde, Samuel, que tu balances, Je t'avais dit de faire simple, hein. Non, mais c'est semi-structuré. En fait, c'est quand, par exemple, semi-structuré, c'est quand tu vas avoir, par exemple, un fichier, un JSON, qui va... C'est quoi un JSON? C'est un fichier qui est structuré à moitié, enfin qui structure et dans lequel tu vas pouvoir mettre tes propres tags et tes propres éléments de langage. Ah, JSON, le fichier des impôts. Non, JSON, je sais plus comment ça veut dire, mais c'est un fichier structuré et structurant pour de la donnée. Tu vas pouvoir dire, dans le champ 1... Ah oui, on rentre des trucs dedans. Voilà. Tu pouvais pas dire ça tout de suite? C'est trop simple. Le big data, il faut bien comprendre que c'est des échelles, on n'est pas dans quand on va parler big data, on va pas vous parler d'un fichier Excel de 30 mégas. C'est même pas 1 giga. On va entrer, c'est des terabytes en fichier Excel pour une base de données. J'avais lu la taille des fichiers, du fichier client. Ça veut juste dire les infos personnelles de Netflix, je crois c'est 2 Tera. Juste le nombre de personnes. Il n'y a pas d'autres informations. Juste le nombre. Hein. Même pas les identifiants. Non, c'est juste... Et c'est des quantités. Donc voilà. Et après, il faut imaginer que cette base de données, elle bouge tout le temps. Tu en as 30 000 par seconde qui s'inscrivent, 60 000 qui se désinscrivent, donc et voilà, c'est tout ces V qui c'est le volume, la vélocité, la variété, etc. Donc c'est des trucs qui sont énormes, qui bougent beaucoup, et c'est pour ça que c'est relativement compliqué et très technique d'entrer. Doucement le chat, hein. Merci Samuel, ton explication était très bien, ne laisse pas Pépé te diminuer. Écoute, t'es Jérémia de la Masqueo, Afuera. C'est juste que voilà, je pensais parler à... Le chat est sûrement meilleur que Pépé. Je t'avais prévenu que la moyenne d'âge de 5 ans de technique du chat, fallait venir avec un dessin, dessine-moi un mouton, tu vois. Mais eux, ils ont compris, toi pas. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui est donné? Tout, comme j'ai dit, tout est donné. Tout y passe. N'importe quel élément est une donnée de votre vie et de votre empreinte numérique. Quand j'en parle d'empreinte numérique, ça veut dire quand vous allez sur Internet, tout peut être et tout est donné. L'heure, même si ce n'est pas digital, l'heure à laquelle vous lancez votre stream, c'est une donnée. C'est 19h et des poussières. L'heure à laquelle vous vous déconnectez, etc., etc. Tout est donné, tout. Rien ne va être laissé au passage dans le cas des données. Alors, attends.
T'es pas habitué hein, à multitasker. Ouais, à mais surtout continuer. que là, non, mais là, je dois faire, je dois prendre. Ah, tu passes plus, t'as juste qu'à faire ça. Non, parce que t'as le focus sur cette fenêtre. Ah, attends, alors laisse-moi 10 secondes, je vais mettre le chat en blanc. Certains aimaient pas le noir du chat, tu vois, donc... Ah, tout de suite là. Ah Ah, oui. moi, j'entends déjà des. Et il a un nom suédois en plus Ouais, moi j'entends déjà le racisme. Comment ça, ils aiment pas Ah. les. Moi j'entends, Ah. ils aiment pas les ils aiment pas les noirs, ils veulent les blancs. Je te Non, mais renvoie quelques ça. blancos, c'est ça. Tu mets quelques Ah. blancos. Et tu veux que je fasse quoi, Samuel Viens, tu lâches la souris. Hop. Voilà. Ah ouais, d'accord. Tout y passe, vos données personnelles, vos données email, le comportement, à quelle heure, et après, suivant où, suivant certains, par exemple, sites web, ils vont commencer à regarder où vous cliquez, même si ce n'est pas sur des liens. Vos appareils vont aussi donner beaucoup de données. Par exemple, si vous avez un téléphone portable, ces téléphones portables vont automatiquement et toutes... beaucoup d'apps vont demander est-ce que tu as un iPhone, est-ce que tu as un Android, quel numéro de série, quelle version de machin, et La géolocalisation aussi, systématiquement maintenant, dès que tu lances alors même oui, sur ordinateur ou même on te dit où t'es, on détecte. alors, la géolocalisation, il y a énormément de choses à dire. Par exemple, un primo, ben, il va demander est-ce que tu es sur un Wi-Fi? Oui, donc le Wi-Fi va avoir des informations. Mais selon, par exemple, Facebook, l'application Facebook fait ça. Quand elle va regarder sur quel Wi-Fi il y a et quels sont les Wi-Fi qu'il y a aux alentours. Ce qui permet de savoir après que le Wi-Fi 1, il est à tel endroit et Wi-Fi 2, ben, il est à tel endroit. Et ensuite, ben, tu peux voir qui sont les voisins et commencer à faire des cartes de qui habite où et comment. Tiens, j'ai oublié de changer, ça c'est rien à voir. Non, oui, donc tout est donné, tout va passer. Et maintenant, une fois que vous avez commencé à relier toutes ces données, à capturer des données, et à savoir, bon ben, Jean-Michel, il s'est connecté à Twitch le mardi 25 à 17h. Bon, bah, ok, on a un identifiant, une adresse email, un numéro de téléphone. Est-ce qu'il était est-ce qu'il regardait sur son téléphone ou sur son ordinateur? Bon, tout ça, c'est des données qu'on met en une fois. Comme j'ai dit, c'est une donnée brute. Le secret, c'est de les mettre ensemble pour les faire parler, pour donner une histoire. Ouais, c'est plein de notes de musique pour en faire une symphonie et en tirer une conclusion après par rapport à ce que t'as. Le meilleur exemple, enfin un exemple très... Ah, que je t'avais envoyé Exactement. pendant la campagne aux US. Donc, Incroyable ça, hein. Terrifiant hein, d'ailleurs. Hein, oui, mais alors, alors, je vais expliquer ça, après on donnera d'autres exemples plus intéressants quant à des événements français. Quand je vous dis que Twitter est une source d'information incroyable pour tout le monde, il n'y a pas que de la politique sur Twitter, il y a aussi des gens spécialisés dans des domaines très techniques qui partagent parfois des trucs un peu sortis de nulle part. Et j'étais tombé dessus alors que c'est même pas un méchant de trucs, mais j'étais tombé dessus, je te l'avais envoyé parce que je savais que ça allait te tenter. Qu'est-ce que dit le mec? Le mec raconte, en fait, il y a toute une histoire, il y a tout un thread qu'il explique plus tard, c'est que il dit qu'avec son équipe, ils ont réussi à choper ce que ça s'appelle les CDR. CDR, c'est les Call Detail Records, c'est les émissions de téléphone portable sur les antennes d'un lieu donné. Et ensuite, ben, ils arrivent à compter combien il y a de téléphones portables présents en un lieu spécifique, dans un temps spécifique. Et là, ben, c'est ce qu'il raconte. Donc là, un événement pour Harris à Washington, D.C. Et il dit qu'il y avait 31 834 téléphones. Alors, il ne parle pas de gens, il parle de téléphones dans cet endroit, pour cet événement. Et 91% de tous ces gens ont été présents à d'autres événements parce qu'il a fait, il a gardé tel endroit, telle personne, et puis il a commencé simplement à faire regarder. Et donc, là, ce qu'il continue à dire, sur ces 31 000 personnes, 11 000 venaient d'Atlanta et 6 500 de Californie. Alors là, tu peux commencer à parler un peu politique, simplement dans la data.
sur 31 000, allez, on arrondit 32 000 personnes qui sont présentes à un événement à Washington, D.C., t'en as 17 000, grosso modo la moitié, qui ne viennent même pas du nord-est des États-Unis et de la région de Washington. Quand tu as 11 000 personnes qui viennent d'Atlanta pour aller à un rallye à Washington, c'est quoi? C'est en tout cas 6 heures de route. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. C'est 6 heures de route. C'est loin, ouais. La Géorgie, Washington. Ouais. Et puis 6500 téléphones qui viennent de Californie pour ça, c'est quoi? Alors après, tu peux te poser la question, c'est quoi? Ça peut être le staff. Bien sûr, ça peut être un truc. Ou alors on affrète 15 bus avec des gens dedans pour les faire venir. Ah, ça, alors maintenant, on peut discuter et ergoter des chiffres, de ce que ça veut dire, etc. Après, quand tu regardes, tu vois, c'est le dernier point, surtout il a 6100 téléphones qui étaient liés à des événements qu'on voit à l'écran. Antifa, BLM, des émeutes pro-palestiniennes. Donc- C'est très intéressant parce que c'est du recoupement. Ça veut dire que ces téléphones ont déjà été pingés ailleurs et la data est disponible. Et ça, tu vois, Putain, ça intéresse les flics, hein. T'imagines? mais Ah, non, mais tu crois que la DGSE en France, elle ne fait pas ça? Tu crois que la préfecture de Paris... J'ai toujours Elle dit ne aux fait gens, pas si ça. vous allez manifester, ne venez pas avec votre téléphone portable. Prenez un burner, un petit Nokia, mais n'amenez pas votre téléphone portable en manif, parce que c'est la pire chose Non, mais qui va vous trahir. faut bien, c'est pas que ça va vous trahir. Tu es localisé ou... Même en mode avion, mais n'importe quel mode. Non. Même éteint. Alors, en théorie, j'insiste bien, en théorie, en mode avion, le téléphone ne devrait, au conditionnel, pas pinguer. Parce que tu désactives le truc. Mais si on veut, est-ce que ça marche réellement? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que Parce que ça veut dire que pendant les gilets jaunes, il y avait un excellent truc, un truc qui s'appelait le chiffre jaune, sur combien ils essayaient d'estimer combien de personnes participaient. Puis il y a des mecs qui avaient accès aux données des antennes radio, des antennes de connexion. Et bizarrement, ces mecs-là, ils ont eu droit à un petit tour de la DGSE, enfin Bonjour, monsieur. Parce qu'on leur a dit non, mais ces chiffres-là, vous n'avez pas le droit de les donner. Alors que ces chiffres-là, ils invalidaient, ils mettaient c'était les vrais chiffres de connexion qu'il y avait à un endroit T à un moment Y. Alors c'est une supposition, parce que peut-être que si... Après, je refuse de croire qu'il y a 10 000 personnes qui viennent sur leur téléphone. Genre aujourd'hui, c'est devenu tellement une drogue et les gens sont tellement mal informés qu'ils viennent avec leur téléphone Bien sûr. en manif. Parce que c'est pratique. Oui, mais toi, tu as une expérience OPSEC. Et tu m'as aussi éduqué, Samuel, sur le sujet. Oui, mais à la base, tu as une opération, tu as une expérience OPSEC qui fait que tu vas pas... C'était interdit, tout simplement. Voilà. Parce que c'était déjà à l'époque, c'était il y a longtemps, les téléphones portables étaient vus comme des mouchards. OPSEC, sécurité opérationnelle. Et quand tu es dans ce type de moment, les téléphones vont pinguer. En théorie, en avion, non. Mais c'est comme Pépé dit, c'est mieux de ne pas arriver avec un téléphone. Tu vas pinguer. Arvol donne un exemple que j'ai vu passer aussi. Il y avait un mec qui avait saturé la rue avec plein de téléphones, Oui. il va croire à un embouteillage sur Oui, Google Maps. Oui, il y avait une... Et tu sais, tu prends 40 téléphones Je crois qu'il y en avait juste 10. dans un caddie, et en fait ça provoquait un bouchon en série avec des analyses du système. C'est là, Il y a à cause des téléphones qui pingent, il y a un bouchon dans cette rue. Sauf qu'il n'y avait pas de bouchon en fait. Ouais, c'est un mec Mais qui ça avait montre- j'ai vu la photo, il avait juste un petit chariot. Ça marche dans les deux sens. Oui, tu peux. Là, faut bien comprendre, ça, c'est pas du hacking ce qu'il fait. Ça, c'est tu joues avec les. Voilà, tu joues avec les données et où elles vont en fait. Donc voilà, ça c'est après maintenant, pour finir par rapport à ce que ce mec racontait, ça c'est un exemple de comment tu peux commencer à aller creuser dans de la donnée et commencer... Et à faire de la diagonale, c'est-à-dire à rejoindre d'autres bases de données qui ont peut-être rien à voir sur le papier, Alors maintenant, mais en recoupant, tu obtiens ce que tu veux. Ou en tout cas, tu obtiens peut-être un regarde, bout de ce que tu veux. c'est l'exemple. Là quand tu as un téléphone qui a pingé un événement de Kamala Harris et un événement de Antifa, une fois que ton téléphone a pingé, tu as beaucoup d'informations juste sur le téléphone. Ça veut dire le numéro EMI, par exemple, qui est juste le numéro d'identification individuelle du téléphone. Et ensuite, ça te permet de commencer à gratter beaucoup plus,
oh, il a été acheté où, il a été acheté comment, c'est quoi, quels sont les services qu'ils proposent, quel type de machin. Donc, c'est-à-dire que tu peux commencer à targeter. Deux questions. Une question. Comment il fait pour avoir ces chiffres? Est-ce que c'est légal? Parce qu'il les balance sur Twitter. Comment il a ces chiffres? Et deux, Falconnier demande, la DGSE a-t-elle légalement le droit de regarder ces données? Parce que ça appartient normalement aux opérateurs. Et c'est leur tour. Alors, concernant comment il a, alors, je ne sais pas comment ça marche aux États-Unis. Est-ce qu'il ment? Ça peut être un cas. Peut-être qu'il ment. Hein. Je crois que quelqu'un disait oui, mais Twitter, peut-être, vu la précision de ces chiffres. Peut-être. Mais après, je l'ai vu poster des trucs très sérieux aussi. Je tendrais à dire qu'il sait ce qu'il dit et qu'il y a des moyens. Peut-être qu'ils ont simplement. Après, il faut bien aussi imaginer que c'est ce genre de truc. C'est des mecs, quand ils sont. T'en mets 4 ou 5 comme ça, bizarrement, il y a toujours un mec qui a du fric derrière pour leur dire va acheter du caca sur tel et tel. Donc, ils ont des fonds pour acheter. Parce que ça s'achète, ce genre de données. Et c'est là, la donnée en tant que telle, c'est un marché. Il y a un business derrière, il y a de l'argent. Tu peux acheter ça à un opérateur. Par exemple, moi je sais, en Islande, tu peux aller chez les opérateurs. Chez Vodafone alors? Vodafone, chez Simin. Et tu leur achètes leur data. Alors, à prix d'or sûrement? Tu vas demander, moi c'est ce que j'ai fait dans le cadre d'un projet, tu vas et tu leur dis coucou, j'aimerais tous les téléphones ou tant de téléphones, numéro de téléphone étranger, tu peux parce que eux, l'opérateur, il voit tout. Ah, il voit tout. Ouais. Donc moi, je veux pas les numéros islandais, moi je veux que les numéros étrangers qui arrivent par exemple Keflavik, l'aéroport, qui arrive par l'aéroport, et qui vont, et ensuite je veux un update sur ces machins toutes les 30 minutes. Ça devient intéressant, par exemple, nous en Islande, pour le tourisme et tout ça, voilà. De faire du croisement de data, de où vont les gens. Par exemple, on a vu le Blue Lagoon être détruit aujourd'hui, suivez-moi sur Twitter, les photos sont incroyables. Le parking du Blue Lagoon être détruit, est-ce que les gens vont au Blue Lagoon, après ils vont dans quel restaurant? Mais tout ça, en fait, vous pouvez le faire avec les téléphones, et la data des téléphones. Juste avec ça, parce que là c'est un traceur, ça dit où tu es. Même si tu as le GPS enlevé. Même sans le GPS? Ben oui, parce que ça ping à la tour. C'est les tours en fait. Après, ça va dépendre de combien. La précision va aller à combien il y a de tours, blablabla. Pas con pour le tourisme. Attends, tu mets 3 bières à Samuel, moi j'en peux plus, hein. Je deviens fou. Hein. Pourquoi vous croyez que je connais tout ça? C'est qu'il me fait chier avec ça depuis des mois. Je me suis dit, ouais, c'est quand même vachement intéressant, mais des fois c'est chiant. Mais c'est assez terrifiant. Tu prends, pareil, je donne un exemple, un truc que j'avais un peu bossé dessus. Tu prends cette base de données, par exemple de téléphone, et ce que tu fais ensuite, ben, tu prends le registre de tout ce qui est les Airbnb d'Islande, puis tu croises les éléments de où c'est que les gens y dorment la nuit. Et tu as les adresses des Airbnb officiels qui payent des impôts. Oh, et ceux qui payent pas d'impôts, ce qui est totalement illégal. Et pop, ben t'as une adresse où il y a beaucoup de personnes qui vont... Je t'ai toujours dit d'aller voir le gouvernement, la Tinglaja. Écoutez, je sais comment débusquer les faussaires, sauf que la moitié des faussaires, ils sont à la Tinglaja. Voilà, donc c'est pour ça que ça marche pas. Mais en gros, voilà, ça c'est de nouveau un autre exemple de comment tu peux utiliser des différentes bases de données. Là, je disais le registre des adresses officielles d'Airbnb en Islande. Ça, c'est un autre exemple. Un petit exemple. Maintenant, bon, on parlait d'Airbnb. Maintenant, on va passer sur Netflix. Qu'est-ce que fait Netflix? Faut bien comprendre autre chose. Netflix est une usine à données. Ils ont un énorme département de tout ce qui est analytics et de tout ce qui est recommandations et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils collectionnent absolument tout. Bon, ça c'est des exemples. Qu'est-ce qu'ils savent? Mais maintenant, quand tu sais que quand tu sais un email, tu peux commencer simplement sur un élément, genre l'email. Alors, il y a combien de connards qui font vautour1@gmail.com, vautour2@gmail.com, vautour3, vautour4, vautour5. Ok, on commence à voir un pattern, et c'est toujours la même adresse IP. Bon, là on a un connard. Donc tu peux commencer à regarder juste sur un truc pour voir ce qu'il y a. Tac, on peut voir ça. Ils font ça, c'est extrêmement important sur Netflix. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont
ils vont regarder à quelle heure vous allez commencer à regarder, à quelle heure et sur quel device, sur quel élément vous allez commencer à regarder une série ou un film, combien de temps est votre durée moyenne de visionnage et en combien de temps il vous faut pour vous regarder une série. Et après, ce qu'ils font encore beaucoup plus, ils vont, surtout dans leur production, ils vont regarder quelles sont les scènes qui fait que quelqu'un n'est plus. Ah oui, c'est ce que Amazon ne veut pas dévoiler pour Ring of Power. Tout. Écoutez, on a eu 13 machins de vues, 13 milliards de vues, mais on a perdu 75% des viewers entre le premier épisode et le dernier. Voilà. Et ça, c'est des données que ce soit Amazon, que ce soit... Ah, c'est une mine d'or à exploiter pour voir... Mais parce que ça veut dire qu'après, tu peux regarder... En gros, ça veut dire que quand il y a une scène de n'importe quoi, ah, ok, quand il y a 2 nanas, ça marche, les gens, ils restent 10 minutes, donc on va mettre 2 nanas en plus. On donne aux gens ce qu'ils veulent, hein, ça permet de voir... c'est besoin... Et après, en gros, tu as un connard qui arrive avec ses fichiers Excel à l'équipe qui écrit... aux équipes de créatifs et qui Bon, dit... il faut virer les trans et les PD. Je vais me faire démonétiser. Oui, mais non... Nous, on veut pas, c'est bien... Oui, non, mais regardez, ça marche pas. Si il y a une corrélation positive, plus il y a de trans machin, plus on perd d'argent. Seulement... Et là, il y a 2 mondes qui s'opposent. Après, en théorie, Le Seigneur des Anneaux n'aurait pas dû marcher. Là, le film... C'est chiant à crever, faut tout savoir, il y a des nerds partout. Donc, il faut aussi autoriser un certain aspect de tout ce qui est créativité. Ah oui, mais... Attends, Oui. Bouge pas le bateau. De nouveau... Après, ils vont regarder, là c'est de nouveau un exemple que je donne, dans la science-fiction, tu as une tendance à regarder l'entièreté ou plus de 80% d'un genre quand c'est de la science-fiction. Les documentaires, maintenant tu regardes et tu zappes. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là vont commencer à aller dans ton profil. Après, ils vont regarder, par exemple, si vous allez sur fast.com, c'est un service Netflix qui est juste pour regarder votre connexion Internet. Et qui va simplement regarder, après ça c'est pour les équipes techniques, ok, en moyenne en Islande, la bande passante est de temps, et ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un serveur proche. Ou alors, quelque part dans un coin paumé en France, ils ne peuvent pas faire plus que du 360, donc voilà, tant pis. Donc tout ça, c'est des éléments qui rentrent dans des autres éléments de data qui ne sont pas forcément d'utilisateur, mais de la technique pure. Bon, on a plein d'éléments, maintenant on sait quand c'est... vrai qu'on a presque trop par rapport à ce qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on parle de Tera et de Tera, mais il faut les stocker, et stocker coûte cher. Et après, tu disais qu'il faut raffiner. Ah, mais ça, c'est la grande maladie du data. Ça va revenir à mon sujet des Américains qui posent des centrales nucléaires ou qui rallument des centrales nucléaires pour faire tourner des fermes de data pour essayer d'en trouver des choses intéressantes, que ce soit Tesla, j'avais donné l'exemple de Tesla, Grok et compagnie, qui ont les plus gros superordinateurs au monde à Memphis. En fait, il ne faut même pas aller aussi loin. La moindre boîte, il y a des kilos d'ordinateurs qui sont remplis de données qui ne servent à rien. Pourquoi ? Parce qu'une donnée, elle doit être utilisée dans un algorithme pour pouvoir prédire quelque chose. La donnée, une donnée stockée, c'est une donnée morte, c'est du fric que tu dépenses pour rien. Ah, ça sert à rien si c'est pas... C'est comme avoir ton pétrole brut dans la citerne et t'en fais rien, quoi. Bah c'est ça. Ça stocke et ça fait chier. Et puis ça affecte ton ordinateur, il faut payer, et puis ça coûte... Ça, c'est un excellent exemple, c'est quoi ? La donnée, c'est le truc tout en haut, c'est ce que vous avez. Un tas de merde. C'est un tas de merde. Après, vous pouvez commencer à dire, ok, les données de connexion d'utilisateurs, etc. On peut commencer à dire, à les stocker et compagnie. On va commencer à dire qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est grand et qui ne va pas au milieu. Tu peux commencer à expliquer ensuite en briquant les Lego ensemble, en donnant une histoire, en amenant une idée. Puis après, avec les mêmes branches de Lego, tu vas commencer à faire des outils pour pouvoir les utiliser.
utiliser l'idée, la donnée. La donnée en tant que telle Ça sert à rien. ne sert à rien. C'est quel sera l'élément actionnable que tu vas pouvoir en déduire. Parce qu'en fin de compte, l'analytique, c'est tout ce genre de choses. C'est des algorithmes, c'est une formule mathématique. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Tu regardes juste, tu peux très probablement créer un algorithme pour savoir plus le temps passe sur une vidéo de PP, plus il y a de probabilité à ce que des méchants pas beaux viennent dire des mots interdits. Et ça, ou qu'il y ait des waifus en coussin, ou je sais pas quoi. Donc là, tout ça, c'est simplement des maths. Mais, et tu peux le trouver, mais est-ce que tu vas pouvoir en faire quelque chose? Si on trouve la solution, si on trouve le chiffre, qu'est-ce qu'on en fait? Et si tu ne sais pas ce que tu peux en faire, ben ça va rien faire, et puis ça va pas faire avancer le schmilblick. Rapproche-toi du micro, Samuel. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça, bon, c'est ce qu'on parlait de là, tout ce qui c'est des trucs techniques, c'est pas intéressant. Mais le problème ensuite, c'est du stockage. C'est ce que tu disais, plus tu stockes. Et ça coûte cher de stocker. Et comme c'est une ressource, qu'elle soit dématérialisée ou pas, bah, il faut des serveurs. Et il faut des serveurs. Et ça coûte une blinde. Surtout maintenant. C'est qui le leader mondial? Je connais la réponse. Amazon. Voilà. Amazon, son premier business. C'est les serveurs et la location de serveurs. C'est la location de serveurs, c'est la location de bande passante, c'est la location de GPU, de tout ce qui est dans de l'intelligence artificielle et compagnie. Et c'est un business que personne ne connaît, alors que j'ai beaucoup d'argent et surtout les investissements sont dingues. J'ai plus le chiffre en tête, mais Amazon, je crois maintenant, la plupart des gens le connaissent. Peut-être pas ici sur ce chat, mais en général, les gens le connaissent comme étant la bestiole qui t'envoie. Qui t'amène un bouquin ou qui t'amène ton truc en une journée, quoi. Mais... De ce que je me rappelle, ça c'est quoi? C'est 20-25% de leur chiffre d'affaires. Amazon n'est plus une entreprise qui te vend des livres. Et ça fait un bout de temps que ça oui, a switch. Oui. Et donc tout ça, c'est eux qui gèrent, c'est eux les patrons de tout ce qui est des gestions de données. C'est pour ça que, par exemple... Après, il y a plein de questions, ils vont jamais ils vont pas venir en Islande parce que on n'est pas sur un bon nœud. Au niveau logistique, c'est pas intéressant. Exactement. Alors, la géopolitique des données. Pourquoi on va parler de géopolitique de données? Attends Samuel, il y a Marokisha qui dit la data client en SaaS, je sais pas ce que c'est, dans l'entreprise où je travaille, juste pour un logiciel, c'est 1 million d'euros par an de charge. Un SaaS, c'est un software as a service, c'est Salesforce ou un truc comme ça, c'est un logiciel que tu loues à un tiers. Ok. Parce que tu veux pas acheter la licence, parce que c'est pas intéressant. Par exemple, tu as ce ça logiciel. C'est moins cher de louer que d'acheter une licence pro. Tu as par exemple ce que j'appelle Salesforce. Salesforce, eux, ils ont... tu peux pas leur acheter leur produit. Ah oui, c'est à eux, tu peux que louer. C'est comme des moteurs de jeu. Oui, tu peux pas l'acheter, mais tu peux louer le moteur et les mecs auront une royalties sur la vente du jeu, quoi. Voilà. Ok. Lui, quand il dit le client, oui, non, mais c'est là où tu commences. Quand on dit que tu vas stocker l'email d'un connard quelque part, mais 5 ans plus tard, si elle n'est pas utilisée, tu le jettes. Ouais. Et c'est là où tu vois, vous imaginez que tu es dans une boîte, 1 million d'euros, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Et là, tu n'as pas encore payé les salaires. Stocker coûte cher. Que ce soit de la marchandise logistique, vous voulez faire du flux tendu, et ben la data, je peux vous dire sur Twitch, moi qui suis un peu comment Twitch fonctionne, ça coûte une blinde de faire tourner de la bande passante de Twitch. Et souvent, je vois des gens qui disent il faudrait concurrencer Twitch. Mais c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte de l'investissement qu'il faudrait pour avoir des serveurs pour faire tourner ne serait-ce que 1000 streams en 1080, quoi. Le meilleur exemple, c'est le combat de Tyson de cette semaine avec Netflix. Là, faut bien comprendre, c'est un point que Pépé met en place. C'est pas parce que tu as les serveurs et que tu sais mettre la vidéo sur Internet que tu sais gérer du live. Netflix. J'ai voulu dire qu'ils avaient eu des gros problèmes de qualité et tout. Ouais. J'ai vu des mecs qui se moquaient d'eux parce qu'il y avait eu le tir de Starship et Starship en orbite en 4K avait une meilleure
tout était mieux en termes Alors, de qualité il y a- que Netflix et le combat. C'est Alors, déjà, ouais, d'accord. Il y a pour deux raisons simples. Enfin, c'est une raison simple. Netflix est quelqu'un qui a quelque part sur les serveurs des fichiers vidéo et il les sert. Et c'est tout. Ouais, non, c'est une plateforme de visionnage Exactement. avec de la grosse infrastructure parce qu'ils ont une grosse demande. Voilà. Tandis que Twitch, eux, ben, ils ont tous les serveurs du monde, parce que En c'est Amazon, live qui tourne. qui tournent. Ouais. Donc tu ne peux pas. C'est pas le même travail, la même fonction. Ouais, mais c'est. Tout le monde ne s'improvise pas. Tu peux être peintre, mais tu ne deviens pas peintre en bâtiment. Ouais, pas en claquement de doigts comme ça. Exactement, mais c'est le même boulot, mais non, c'est pas le même. C'est la géopolitique des données, ça veut dire. Voilà. En fait, il y a deux. Donc je vois, il y a trois grands blocs. En gros, il y a le bloc USA, où c'est en gros le Far West, à part plus ou moins la Californie, mais je dis bien à part plus ou moins. Mais en gros, aux États-Unis, pif paf pouf, tu attrapes, tu fais, tu croises, tu fais tout ce que tu veux. La Chine, tant que tu payes la dîme au parti et que tu donnes tes données au parti, tout le monde va bien. Ah, bah ouais. Et en Europe, bon, bah, ils essaient d'être les gentils. Ils essaient de réguler, c'est ça? Voilà. Bon, faut bien comprendre, parce que ce qu'ils font aux États-Unis, c'est. Il y a pas mal de trucs, c'est complètement illégal en France, et qu'il y a des exemples où de ce qu'ils font, c'est normal. Et c'est ce qu'on appelle le RGPD en Europe, et c'est plein d'éléments qui font comme ça. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe? Parce que par exemple, dans le droit US, quand vous créez un compte sur une entreprise américaine, vous avez un contrat, et c'est le contrat d'utilisation. Mais ce contrat, il est fait aux États-Unis. Donc vous allez vous mettre en droit américain. Ouais, mais moi, par exemple, Twitch est une compagnie américaine. C'est pas Twitch France qui fait quoi que ce soit. C'est Twitch US qui impose à Twitch France de suivre certaines réglementations absurdes au niveau de la modération et tout ça. Ça vient pas de France. Ça vient de la Californie et des mecs un peu tarés qu'il y a là-bas. Et ce qui se passe avec ça, une fois que... Alors, maintenant, vu qu'ils veulent faire du business en Europe, le RGPD oblige à cacher... On trouve un terrain d'entente. Oblige un peu à faire que tout le monde ne fasse pas des conneries. Mais... tu restes quand même sujet au droit américain, ce qui veut dire que beaucoup de données, quand tu es une entreprise, ou quand tu es quelqu'un je sais pas, moi je vais prendre un connard au hasard, du genre l'armée suisse, qui se met entièrement sur Windows 11, qui tous les machins, en fait, tous les trucs sont sur Office, Microsoft Office, et que, bah, voilà, ça veut dire, alors oui, les serveurs sont en Suisse. C'est bien. Mais il se passe quoi s'il y a CrowdStrike qui plante par accident et que toute ta logistique des F-18 se fait avec CrowdStrike De toute façon, les FA-18 suisses, de toute façon, ils décollent pas en dehors des heures de bureau. Heureusement, ils ont pas mis Windows sur les F-18, hein, parce que... Donc tu as énormément d'éléments qui font que croiser les données, c'est-à-dire que imagine maintenant que que ça va plus loin. Imagine que tu es un grand patron d'une entreprise européenne et que tu utilises Gmail pour échanger. Je vais aller en Amérique du Sud faire un contrat d'armement. Et que tu utilises un contrat Gmail avec ça. T'imagines que tes concurrents de Boeing, de machin, ils n'ont pas des copains disent hey, tu veux pas me donner, je peux pas aller... Ouais, mais les États-Unis ont toujours été porte ouverte. Donc, et là, on commence à voir pourquoi la donnée, c'est très important de savoir où elle est, où elle reste et qui a accès. Qui a accès, ouais. Parce que c'est pas. C'est un atout incroyable d'avoir accès à autant d'informations. Mais encore faut-il l'analyser, la comprendre. Donc c'est du boulot d'analyste après, de faire que ça. C'est des bureaux entiers. Absolument. Mais et comme je disais, après, c'est aussi simplement de. Tu vois, par exemple. Je vais donner un exemple tout con, la domotique. Ceux qui ont par exemple un serveur à la maison, un boîtier à la maison qui leur permet d'allumer les lumières à distance. J'entre pas dans la discussion, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Alors, attention, je me rappelle d'un mec qui avait eu des problèmes avec Google et Google lui avait coupé l'accès à sa baraque. Google avait littéralement coupé l'accès à sa baraque. C'était pas Amazon? Ou Amazon, et le mec avait perdu tous ses emails. Donc, et le problème, c'est que sa maison était électroniquement connectée,
et il avait perdu l'accès à sa maison. Parce que, ah mais non, mais on veut plus de vous, et vous perdez tous vos droits. Alors maintenant, l'exemple qui va aller avec ça, lui, parce qu'il était entièrement basé, toute sa domotique était basée sur un serveur Amazon. C'est quoi la domotique? C'est un mot que t'aimes bien ça, mais moi je sais pas ce que ça veut dire. C'est C'est pas les Dolomites, c'est pas les montagnes en Italie. Non, c'est la maison. C'est tous les... Domus, maison, domotique, toute l'électronique de la maison. Ok. Merci. Et donc, par exemple, moi à la maison, j'ai un petit serveur pour allumer certaines lumières, mais je n'utilise pas un de ces serveurs du type Ikea, un de ces serveurs de type... T'as un truc custom j'ai un mini-serveur, j'ai un Raspberry Pi sur lequel j'ai une distribution Linux qui fait que même si tu coupes Internet à la maison, mon machin, il fonctionne parfaitement. Et j'en ai le contrôle absolu du matériel, à savoir comment ça marche, etc. etc. C'est un exemple de pourquoi il est important de garder le contrôle de ces données et de ne pas partager les données avec... J'ai un Spooniro qui pose une question intéressante que je vais répondre. Ça veut dire qu'on peut faire ping les téléphones sur un soldat au front pour voir où ils sont avec leur téléphone perso? Non seulement tu peux faire ça, mais tu peux hacker le téléphone du mec pour l'appeler pour lui dire de se rendre. Je l'ai vu ça en Ukraine, les Russes qui appelaient toute la journée les mecs des Ukrainiens cachés dans une cave pour leur dire rendez-vous les mecs, on est à côté, on va vous balancer des fables sur la tronche. Et le mec se faisait hacker son téléphone par des soldats russes. C'est même pas hacker, c'était simplement appeler. Ouais, appeler. Mais tu il sais, faut récupérer les numéros, il faut les pinguer, il y a une logistique derrière. Ouais, ça c'est, je le mets en guillemets, relativement facile. C'est facile, mais aussi tu peux... Si tu connais, tu récupères beaucoup plus intéressant, ça serait de hacker dedans et d'avoir une certaine vision, d'utiliser la caméra à des éléments clés pour... Ouais, ou alors commencer à faire de joindre de la data. T'as 5-6 téléphones à un endroit en soirée, et tu recoupes avec une base de données où tu sais qu'un tel fait partie de telle unité. S'il y a 4 téléphones du mec d'une même unité, bah... T'as la donnée avec le GPS, tu balances ton missile directement sur le truc GPS du téléphone. Et ça se fait, hein. Ils l'ont fait plusieurs fois dans le... Ou alors, ah tiens, il y a des nouveaux téléphones qui viennent d'entrer dans cette zone. Ça veut dire qu'ils ont fait une rotation. Ouais, bien sûr. Donc il faut aller faire de la reco. C'est pour ça que quand vous avez un minimum de sécurité informatique sur un front, vous interdisez les téléphones portables sur un front. Vous interdisez aux soldats d'avoir des téléphones portables, des smartphones, parce que c'est super dangereux en termes de tout. C'est des mouchards que vous avez en permanence. Oui, c'est parce que c'est même pas l'aspect de ce que vous avez sur le téléphone, c'est que le téléphone est une antenne et toute antenne qui émet quelque chose c'est comme un radar. Ça peut être intercepté, utilisé à toutes les échelles selon les moyens qu'il y a en face. L'exemple de l'armée suisse, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Quand tu es un élément majeur, ou un élément majeur d'un pays, il est nécessaire de contrôler ses données, de contrôler son infrastructure, et puis de pouvoir simplement développer. Parce que maintenant, quand tu es... C'était quoi? C'est les F-16 égyptiens, non? Qui sont en gros... C'est le problème du matériel américain, c'est que t'as tout le temps... Tu t'achètes pas juste le matériel, c'est que... T'achètes la politique étrangère américaine. Les États-Unis ont le droit de dire vous n'avez pas le droit d'utiliser cet équipement dans certaines zones, et ils peuvent vous couper à distance l'utilisation de certains équipements, dont certains avions de chasse et tout ça. Il n'y avait pas eu une histoire où il y avait un F-16 égyptien qui était passé trop près de la frontière et tout d'un coup... Ils peuvent déconnecter l'armement à distance si ça viole la politique étrangère américaine. Ou si il est passé tout noir, il a dû faire, je crois, 30 secondes simplement au joystick. Non, mais je vais pas se mais quand vous signez le contrat, vous êtes averti. C'est pas genre ils vous le cachent. Ce qui veut dire que quand... Je donne un exemple. En France, vous avez Deezer, ou comment il s'appelle, Dailymotion. On en pense qu'on voudra, mais d'un point de vue, on peut amener l'argument à quoi ça sert d'avoir un concurrent qui fait des moins beaux produits que YouTube. Ouais, mais c'est chez nous. Le jour où YouTube dit les bouffeurs de cuisses de grenouille, cassez-vous, vous sentez le fromage, on vous veut plus. Vous avez votre propre chez vous. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. C'est l'exemple que je donnais avant avec la domotique. Moi, il n'y a plus Internet dans le monde. J'ai l'électricité à la maison, il y a tout qui marche.
C'est l'idée de l'armée suisse. Demain, Microsoft dit, bon, ben, on va augmenter la petite taxe. Hein. Tu sais que c'est un problème que j'avais vu un mec qui se plaignait en France sur un plateau télé, que Microsoft avait son propre lobby au gouvernement français, Ouais, bien sûr. et qu'ils avaient été capables d'imposer à 90% des institutions françaises l'utilisation de Microsoft. Ouais. Et ce mec-là, qui lui faisait de la sécurité informatique, disait on a un énorme problème d'influence Mhm. d'agents étrangers comme Microsoft qui parviennent via leurs relations à faire imposer et à étouffer la concurrence. Sur- Et c'est clairement des histoires de gros sous Ah non, et de lobbyisme. faut bien comprendre un autre truc. Je vais utiliser un gros mot, mais le mot Linux est quand même arrivé. Bah, regarde Andrea qui dit passer sur Linux. Oui, non, mais c'est un point que j'aurai à la fin. D'un point de vue national, tu auras toujours des coûts. Tu passes pas un parc informatique dans n'importe quelle mairie sans que ça te coûte et qu'il faut réapprendre. Mais après, c'est le point que j'explique, il y a tout un élément important. Vous voulez quoi? Parce que si ton matos informatique il est inféodé à un autre pays ou une boîte qui n'a pas tes intérêts nationaux à cœur, il va falloir commencer à réfléchir. L'Europe essaye, il faut quand même leur donner un bon point. L'Europe et le RGPD essayent de faire et protègent d'une certaine façon l'Europe et les pays européens des éléments qui sont très importants quant à la... Samuel, la France a-t-elle les moyens d'une autonomie numérique ou bien ça nécessite forcément du travail à l'échelle de l'Union européenne? Est-ce que c'est possible pour un pays aujourd'hui d'être indépendant numériquement? À proprement parler. On a certains exemples comme la Russie ou la Chine qui refusent par exemple Google. Il n'y a pas de Google en Chine par exemple. Faut bien comprendre une chose. Quand on parle de ça, on parle de quoi? On parle d'un produit. Tu parles de Google, ça veut dire un moteur de recherche. Ou on parle d'un service, d'un service technologique. Il existe plus d'un moteur de recherche. La question, elle est simple. Au bout d'un moment, quand tu parles de numérique, etc., tu parles d'interconnexion nécessairement entre plusieurs réseaux. On peut aller, alors nous on est en Islande, donc nous on peut aller sur RT. Ouais. Mais vous en France pas, parce qu'eux ils vous ont bloqué. Telegram aussi a été bloqué en France. Je voyais des Français sur Twitter qui se plaignaient de ne plus avoir accès à certains comptes Telegram pour suivre ce qui se passait en Ukraine justement. Parce que Telegram est une source d'information incroyable. Et Chantal de la Compta qui doit apprendre à utiliser Ubuntu. Alors, déjà, by the way, j'utilise Arc, hein, moi déjà. Hein. Plus sérieusement, les dernières versions de Ubuntu, les dernières versions de Linux, pour Chantal de la Compta, elle ne verra pas la différence. C'est les mêmes boutons. Faut pas... Ah ouais, mais ça fait 40 ans qu'elle a Microsoft, Samuel. Oui, Windows, mais c'est voilà. c'est ça. On va aller là. Bon, alors tout ce qui passe, après, un élément important, tout ce qui est donné, c'est ce qu'on va commencer à voir là. Tout ce qui est machine learning et deep learning, et ça c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles, les données, c'est ça qui va faire que on va pouvoir produire ce genre de technologie. Par exemple, ChatGPT a été formé, et une énorme partie de son modèle de base vient des logs de Reddit. Oh putain, vu l'ambiance locale sur Reddit en ce moment où c'est quand même très zig à gauche. Après, ça dépend où. Parce que ouais, quand même, ouais. Tu vas regarder, bizarrement, dès que tu vas regarder sur, je sais pas moi, intelligence artificielle, sur ce genre de choses, ils s'en foutent. Hein. Comme toujours, il y a des niches. Mais oui, mais tu vas regarder sur Twitter aussi. Même à la grande époque d'avant Musk, tu pouvais aller sur certains sujets où les gens s'en foutaient, il n'y avait pas de politique. Mais le spatial, tu vas encore sur Twitter, ça reste... c'est des mecs qui s'astiquent sur des fusées, quoi. Et voilà. Puis, il y a combien de pression au sol, c'est ce qu'ils veulent. Donc cette data, enfin ces données, tous ces éléments que vous allez pouvoir mettre dans ce machine learning, dans le deep learning, c'est ça qui va pouvoir commencer à créer votre technologie.
un exemple de pourquoi la ChatGPT est capable de créer des images, faire du texte, mais ne sait pas faire de musique. Intéressant ça. Pourquoi? Je vais laisser un peu le chat réfléchir, et la réponse, c'est tout con. Et c'est même, je vous dis tout de suite, l'analyse. Pourtant, il y a des IA pour faire de la musique. Tu peux générer de la musique via des IA. Oui, mais et c'est pas C'est pas une question de droit d'auteur. Je vous donne l'analyse, c'est pas un aspect technique. Droit d'auteur, peut-être que ChatGPT ne sait pas ce que c'est un son. Un son, si digital, il sait ce que c'est. Il n'a pas accès aux données. Pourtant, tu vas sur, tu lui donnes Spotify à manger là, et c'est parti. Je vois les gens, ils ont trouvé, c'est les droits d'auteur. Ah, les droits d'auteur. Les images, une image, quel que soit son format, n'est pas protégée. Enfin, où il n'y a pas. Vrai, les images par rapport à la musique aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. Heureusement, moi, les images sont pas protégées parce que j'aurais des emmerdes sur Twitch avec tout ce que je montre. Et quand tu crées une image, bah, tu lui as fourgué toutes les images. Seulement, dès que tu lui mets une musique, les musiques sont copyrightées et compagnie. Donc, dès que tu commences à mettre la Macarena ou je sais pas quoi dans ton modèle, bah, y a quelqu'un qui possède les droits et qui va gueuler. Non, je veux pas. Et donc, tu ne peux pas mettre la musique, donc ChatGPT ne peut pas... Donc c'est un problème juridique de pognon, ce que ça pourrait coûter. On s'évite cette emmerde, quoi. Voilà. C'est bêtement... Surtout qu'on sait que cette industrie est très tatillonne et qu'il y a des gens avec du pognon et de l'argent et prêts à foutre des procès au cul sans fin. Voilà. Donc on s'évite ça, quoi. Donc c'est un exemple, justement, pourquoi... Et ça, c'est quand je dis, c'est pas un problème technologique, c'est un problème de droit. Bon, le edge computing, ça on va pas vraiment parler, ça c'est juste des histoires où en fait tu arrives à pousser le traitement tu pousses la donnée ailleurs. Peut-être que tu reviendras un jour juste pour parler de l'intelligence artificielle et de ce qu'on a aujourd'hui, parce que c'est intéressant le sujet. Absolument. Et c'est vraiment l'actualité. Pour finir, quelques petits conseils de sécurité et d'hygiène de data. Ça, c'est l'élément vraiment principal. Votre petite personne n'est pas intéressante. Jean-Patrick du département d'analyse, il s'en fout de vous. T'entends Scarpacino? Ils s'en foutent de toi, là. Par contre, tout ce que vous balancez en ligne, eux, ils aiment. Ils veulent. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, quand tu commences à pouvoir... Par exemple, j'en ai un exemple tout con. Qui parmi vous utilise Chrome et est logué dans Chrome? Moi. Bon, ben ça... Voilà. Écoute, je finirai encore avec des croix gammées sur mon live, et puis voilà. Alors, question intéressante. Et du coup, les VPN, ça sert vraiment à quelque chose avec toutes ces histoires de données? Les pubs de NordVPN et tout ça? Alors, c'est en partie... Vous avez juste changé des pubs pour d'autres. Un VPN, c'est quoi? C'est tu crées un réseau virtuel où depuis ton ordinateur ou ton machin, tu vas aller dans un autre endroit. Et ça sert, je dis une bêtise, ça sert pour travailler à distance, pour pouvoir aller te connecter sur ta machine au boulot alors que tu n'y es pas ici. Parce que pour ceux qui pensent être cachés avec un VPN, NordVPN, ils existent légalement. C'est-à-dire que quelqu'un peut leur passer un coup de fil et leur dire « Connard, tu vas nous donner toute ta bande de données de tous les gens avec les vrais IP. » Donc vous n'êtes pas cachés avec un VPN parce que eux-mêmes existent en fait. Donc eux doivent donner leurs données si on leur demande gentiment. Ouais. Ou pas gentiment d'ailleurs. Ou on leur envoie un mail, souvent ils donnent. Hein, ça, c'est pas... Voilà. Donc vous n'êtes pas cachés avec un VPN. Hein. Pour ceux qui pensent que vous êtes anonyme, pas du tout. Vous allez... Alors, pour continuer sur le VPN, vous allez, dans le meilleur des cas, vous allez brouiller les pistes. Au lieu d'avoir des pubs pour des agrandisseurs de pénis en français, vous allez avoir les mêmes en turc. C'est bêtement ça. C'est pratique pour Netflix, pour avoir un calendrier Netflix que tu n'as pas géographiquement. Voilà. Mais pour avoir être anonyme sur Internet, non, en fait, c'est ça. Sert à rien. Absolument. Et puis, alors, c'est simple. Vous voulez être anonyme sur Internet, il faut faire une chose très très simple. Vous éteignez votre PC, vous éteignez votre téléphone et vous n'allez pas sur Internet. C'est réglé.
C'est souvent ce que j'ai aux gens, si vous voulez éviter d'avoir une trace, vous coupez tout et, et papier-crayon. C'est le meilleur moyen d'être discret. Et c'est ça. Sinon, vous allez exister. Après, c'est la règle du papier et de la... Le but, alors je reviens sur l'aspect de votre petite personne. N'utilisez pas et ne donnez pas d'informations, entre guillemets, gratuitement. Il y a beaucoup d'éléments qui vont faire, par exemple, un truc tout con. Vous avez votre navigateur, ne mettez pas votre navigateur en plein écran. Pourquoi ? Ça donne votre résolution d'écran. Ben oui, parce que eux, ils ne savent pas votre écran. Ils ne connaissent pas votre écran physique. Par contre, mes datas sur Pornhub, Samuel, est-ce que je regarde ça finit chez qui, ça ? Parce que c'est quand même un peu inquiet, hein. Ben, ensuite, tes données chez Pornhub, qu'est-ce que ça va faire ? Ben, ils vont commencer à créer un profil sur tes goûts. Ils vont commencer à regarder... comme ça, c'est pour ça qu'ils m'envoient des trucs que j'aime, c'est ça ? Ben voilà. Ah ouais, le midget porn et tout, c'est ça, je me demandais comment ils faisaient, ben maintenant je sais, voilà. Donc tu fais tout ça, ensuite ils vont commencer à vendre après leurs données. Et c'est ça qu'ils vont... Parce qu'après, il y a toute une industrie où tu vas voir les goûts pour les naines de Pépé vont être vendus à un tiers qui va voir « Ah, ok, Pépé, en général, après 17h30, il a un petit moment il est bien relaxé, on peut lui mettre une pub pour le grand amour quelque part. » C'est pour ça que j'ai plein de pubs avec des chevaux. Bon, ben... Au moins, on saura qu'il n'était pas monté comme un âne. Donc, voilà. Et donc, après, tu peux créer ton... Le but n'est pas d'être anonyme, c'est de lever la difficulté pour les annonceurs et les gens qui créent de la donnée de créer des profils. Mettez pas votre écran, votre navigateur en plein écran. Si vous utilisez Chrome, ce que je vous dirais, ne faites pas. Mais ne soyez pas logué dans Chrome, parce que là, c'est une mine d'or pour Google et les pubs. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Par exemple, ne pas partager son adresse email ou son numéro de portable. Il est mieux votre adresse email personnelle. Mettez-la, jeandupont@gmail, vous la mettez, elle ne doit pas exister en ligne. Il faut utiliser ce qu'on appelle des proxys. Vous allez sur duck.com, vous allez sur ce que vous voulez, qui font des masques. Et quand tu envoies une adresse à quelque chose à duck.com, ben, l'email va derrière, ce qui te permet que les gens ne savent pas qui tu es ou quelle est la vraie adresse. Une technique pour les centres d'appel du Maghreb qui me harcèlent. Très simple. Si ces gens t'appellent, c'est que ton numéro a été vendu par une compagnie à qui t'a donné ton numéro et qui l'a vendu. Et ça, y a des gens qui achètent ça. Donc ils ont acheté une base de données peut-être avec des millions de téléphones. Et c'est toi qui es responsable parce que tu as donné ton numéro à quelqu'un, à une compagnie très probablement, qui l'a elle-même revendu. Donc si tu veux éviter ça... Ne donne jamais ton numéro et garde un numéro de travail que tu vas donner uniquement à des gens que tu connais et qui eux-mêmes, t'espèrent, ne le donneront pas à quelqu'un d'autre. Moi, je dirais que tu peux aussi commencer... Alors après, moi, j'ai des numéros de téléphone virtuels. Ça existe aussi. Ce qui te permet, par exemple, quand tu dois... tu crées une fois un numéro et après ton numéro disparaît et n'existe plus. Alors, tu peux l'utiliser comme burner ou tu peux l'utiliser comme numéro alternatif. Ce qui te permet de dire, ok, j'ai mon numéro de téléphone, on va dire, sur la même carte SIM, tu as ton numéro de téléphone normal que les gens connaissent, mais quand tu vas en ligne, tu as un autre numéro de téléphone qui n'existe nulle part d'autre, qui n'est pas relié à toi, mais qui te permet de recevoir des SMS, etc. C'est ce que dit Lemro, utiliser les numéros virtuels temporaires. Voilà, ça... Ce qui est pratique aussi pour les mots de passe, de créer des mots de passe temporaires et les faire tourner. C'est là où je vous encouragerais aussi à utiliser un gestionnaire de mots de passe, avoir des mots de passe... Ne faites pas comme Pépé. Ne cliquez pas sur des liens que vous connaissez pas et les mecs récupèrent tous vos identifiants et d'un coup ont le contrôle de votre compte et peuvent mettre des croix gammées et des Erika pendant un live. Voilà. La double authentification, ça c'est indispensable maintenant. Sur énormément de services, c'est absolument nécessaire. Après, comme j'ai dit, il y a
ne donnez tout ce que il y a, par exemple, que je reste dans l'histoire du navigateur. Même si vous étiez, vous avez un Windows où il n'y a rien du tout, sur une machine virtuelle où il n'y a rien du tout, ben, tu peux toujours continuer à savoir qui c'est. Pourquoi? Parce que via Google Analytics et quand tu vas sur un site, tu peux tirer de la donnée sur quelle est la version de Windows, quelle est la version de navigateur, quel add-on tu as installé, sur quelle résolution. Donc tu peux Donc en fait après si tu recroises ça par exemple avec tout un pays, tu te rends compte qu'il y a peut-être 15% de tous les ordinateurs qui sont encore en Windows 3.1, t'envoies un VRP voir les mecs en leur disant écoutez, vous voulez pas mettre à jour pour pas cher? C'est très simplifié, mais c'est l'idée. C'est l'idée, ouais. Mais après, moi, là, c'est aussi pour dire, quand tu as ton navigateur en 1920 par je sais plus combien, ben, la personne derrière qui collecte les données, elle saura ta résolution. Si tu l'as pas en plein écran, et ben là, il t'induit une marge d'erreur, et ces erreurs, ben, ça commence à coûter. Le but, c'est pas d'être absolument anonyme, c'est de savoir protéger ce qu'il faut protéger, et ce qui est nécessairement public, d'induire juste ce qu'il faut de doute. J'ai une question intéressante, Samuel. Et les banques, elles revendent toutes les données, vu qu'elles savent quasiment tout sur toi, vu que la carte bancaire, tu l'utilises pas. Alors, oui et non. Il y a une partie des données qu'elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit d'aller dire Monsieur Pépé, il a 40 000 millions de couronnes islandaises. Donc elles ont des obligations de respecter certaines choses. Par contre, ce qu'elles peuvent faire, et ça par exemple, c'est ce que fait là où j'habite, on a un de ces compteurs intelligents pour l'électricité. Que vous avez aussi en France, là, qui s'appelle Enedis, je crois. Voilà. Bon, chez nous, il marche pas, mais la question n'est pas là. Il a pété. Résultat, bon, il a pété il y a 6 mois, donc il n'y a personne qui est revenu. Et ce qui va se passer avec ça, par exemple, ils ont pas le droit de dire, ben, Monsieur Glaps, il achète tant d'électricité par jour à temps moyen. Ça, ils n'ont pas le droit de faire. Par contre, ce qu'ils ont le droit de faire, c'est que dans l'immeuble numéro 128, il y a 8 appartements en moins. Pas, on va regarder les données globales non, les données en ligne que tu trouveras sur les statistiques.is, où ils vont te dire au bâtiment 128, tu as 6 appartements. Il y a 45 personnes enregistrées, une moyenne et on sait que les informations clients que nous on a une moyenne de 4 habitants par appartement, une moyenne. C'est de la donnée, même. Ils arrivent à créer un profil et ça se vend sur le numéro 128 et ils vont vendre ça aux assurances. Ah les bâtards. Donc je présume que ça, si c'est en Islande, ça se fait partout. Bien sûr. Bien sûr. Enedis et ce genre de conseils de trucs électriques, avant ce que tout le monde dit, c'est l'histoire vous coupez l'électricité quand vous direz que Macron est pas bien, c'est surtout pour créer de la donnée pour la revendre. C'est un énorme business en fait. Ils font tout ça pour générer de l'argent. Par exemple, j'ai vu que c'était le business de Netflix de vendre ses données. Mais... Et qu'ils veulent surtout pas arrêter. Même Sony, par exemple, Sony a une pratique pour récupérer de la donnée et ils refusent de stopper, quitte à perdre des pays entiers, ils refusent de stopper les entrées de données dans ce qu'on appelle le Sony Live, là, pour le PlayStation Live, parce qu'ils vendent ça en fait. Et que c'est plus rentable pour eux de continuer à vendre les données des clients, quitte à perdre certains pays comme les îles Tobago, machin, on s'en bat les couilles, mais ils veulent continuer à vendre la donnée parce que ça génère un max de thunes dans le chiffre d'affaires. C'est ce que je disais juste avant. C'est que c'était. C'était ça. Amazon, Instagram doivent vendre un max les infos des articles, paniers, regardés, qu'on observe comme objet. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est ce que j'ai à l'écran. Vos données vont être mises dans un algorithme qui va pouvoir donner une prédiction. Et prédire l'avenir, quand vous êtes une boîte, que vous êtes capable de voir les tendances, de comprendre les tendances, bah vous allez pouvoir vendre à quelqu'un en fait, parce que vous allez déterminer avant que lui-même le sache qu'il va avoir besoin de ça. C'est le but, c'est de faire du fric. Hein. C'est l'exemple, tu sais.
on dit souvent « Oh, mon téléphone nous écoute ». Et c'est pour ça que maintenant j'ai des pubs pour des chiens alors que j'ai pas de chien. Non mais en fait, alors primo, il y a un aspect technique. Si les téléphones écoutaient ça... C'est très vulgaire, les téléphones écoutent. C'est des algorithmes qui piochent des mots, potentiellement. Non, la quantité de données nécessaires pour sortir d'un téléphone, pour écouter, on le verrait sur ta bande passante, on le verrait. La quantité nécessaire pour analyser la discussion de Jean-Michel. Non, par contre, tu peux intercepter les flux comme échelon aux États-Unis, mais tu peux pas. Depuis le téléphone, ça sert à rien, quoi. Il y a trop. Oui, mais là, tu entres dans un aspect militaire. Moi, je te parle pour le connard. Et de renseignement. Voilà. Mais le connard qui a son téléphone là, il t'est pas écouté. C'est juste que, parce que tu as des pubs, les gars qui disent ça, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir une pub par la régie publicitaire de Google. Google, ils ont tout ton profil, ils connaissent tout, ils ont toutes leurs sources et ils ont des algorithmes de tout. Donc tu ne vas... Ouais, tu reçois une pub par rapport à ton profil. Et comme plus tu passes de temps sur Google, mieux ils te connaissent, quoi. Alors l'exemple type, c'était quoi dans les années... fin des années 80, début 90, Target aux États-Unis. C'est l'histoire d'un nana qui reçoit dans sa boîte aux lettres une lettre de Target qui dit félicitations pour votre enfant, nous sommes contents que vous êtes enceinte, Et elle était pas enceinte, ou en tout cas elle ne savait pas. Elle savait pas. Une semaine après, elle va chez le Toubib, ah mais vous êtes enceinte madame. Incroyable. Oui mais ça c'est simplement ils regardent que l'âge moyen, c'est par exemple qu'en Islande on a, comment ça s'appelle, le truc à Hafnarfjörður avec la carte, truc américaine, la boîte américaine, Costco. Quand tu vas chez Costco, l'entrée n'est pas libre, il faut être un membre. Ouais, donc tu as la petite carte membre. Voilà, mais qu'est-ce que tu donnes? Ton nom, ton âge, ton adresse, tu donnes plein d'éléments sur cette carte qui va commencer à te dire et eux vont te renseigner sur le type d'unité familiale que tu es. Donc tu vas commencer à aller là-bas, on va te dire oui, non, et on va regarder, mais regardez, au bout d'un moment, ils n'achètent plus que du lait ou je sais pas quoi, ils achètent autre chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change. Est-ce que madame n'est pas enceinte? C'est simplement ça. Là, il n'y a pas besoin de big data. Alors, il y a un Paul qui dit « Je suis commercial chez Orange. Et quand j'explique à un client qu'à partir du moment où il utilise Internet et son smartphone, ces données sont absolument partout. » Oui, oui. Et on a Lemro qui te demande « Qu'est-ce que Glax pense des entreprises que tu payes pour supprimer tes données en ligne ?» J'ai vu que c'est un gros business de payer des gens pour supprimer tes données en ligne. Je comprends pas trop le truc. Alors... Il y a des moyens juridiques. S'il y a des photos de toi et d'un cheval qui traîne... C'est sûrement pour ça qu'il demande, je pense qu'il a des choses à reprocher. Ça pourrait être intéressant, je vous rappelle, ça pourrait être intéressant, et puis même de payer le panier, le truc de luxe. Il y a, dans l'absolu, c'est simple, c'est combien ça coûte et qu'est-ce que tu veux qui disparaisse. Après, Il va falloir commencer à avoir des procédures juridiques. Je pense que tu peux demander à des boîtes. Il y a des boîtes, il y a une fameuse boîte Incognito ou un truc comme ça qui fait ça. Dans l'absolu, moi je te dirais, oui, s'il y a des choses qui sont nécessaires, parce que tu as fait des choses une fois ou l'autre, ça peut être intéressant. Non, mais ça se fait parce qu'il y a des compagnies qui vont faire des recherches de background Absolument. Sur qui vous êtes et vont payer des gens pour aller voir qui t'es exactement parce qu'ils vont pas prendre votre curriculum vitae, hein, les mecs, votre lettre de motivation. Hein. Bonjour, monsieur la DGSI. Certaines compagnies qui vont avoir un boulot technologique ou sensible, je vais dire ça comme ça, vont payer des boîtes pour simplement aller voir qui vous êtes exactement. Et pour ça, vos données, elles sont partout. Et ça commence par le compte Facebook, et puis on va aller voir votre truc Twitter. Oh mais attendez, il est supporter, il est abonné à Eric Zemmour, dites donc. C'est pour ça que c'est une hygiène numérique qu'il faut avoir pour... Faut bien comprendre. Tout ce qui est sur Internet va plus ou moins exister et y rester. Donc il faut... je donne un autre exemple que Facebook avait fait. Ce qu'on appelle les comptes, les shadow accounts. Imaginons que PP existe sur Facebook, qu'on a
Galpin sur Facebook, mais que moi je ne suis pas. Mais que Pépé, il a mon numéro de téléphone et Galpin aussi. Bon, Facebook va faire une connexion entre les deux. Ils vont créer un profil pour Pépé et pour Galpin. Mais moi, n'existant pas sur Facebook, mais faisant partie de leur répertoire téléphonique. C'est vrai que je l'ai vu passer ça. Et ils vont créer un exemple. Ah, mais lui, ce mec, je le connais, mais il n'existe pas. Depuis que j'ai récupéré le smartphone, il y a un truc que j'avais jamais vu avant, parce que j'ai jamais eu de smartphone, moi. Et ils m'ont demandé, est-ce que vous voulez importer votre annuaire téléphone dans Facebook, dans... Et je dis, ah ouais. Ah ouais, donc ça leur permet de recouper en fait des choses avec d'autres, si tout le monde fait ça. Faut jamais leur donner l'accès à ça. Je m'en fous, c'est celui de Mathieu. Oui, mais ça, c'est pas le téléphone. Le téléphone, c'est une brique. C'est les données. C'est les données qu'il y a dedans, ouais. Mais c'est très intéressant de voir qu'ils peuvent avoir accès à des choses en fait qu'on pensait qu'ils sont pas liées à eux en fait. Il y a un pavé, qu'est-ce qu'il raconte? C'est le grand gars. Perso, je ne me protège pas trop sur internet et ça me saoule, je suis un peu flippé de me faire niquer mon numéro de carte, même si je l'utilise pas trop, mais rien suffit, surtout que je craque des logiciels, mon dieu, ils téléchargent des jeux illégalement. Et ben ça fait flipper pour l'instant, ça va, je vais quand même, pas si l'État t'aide ou la banque en cas de vol, y a rien de pire de se rendre compte qu'un jour vous n'existez plus. Et il y a des gens qui sont spécialisés, que vous allez payer cher. J'avais vu par exemple des mecs d'Anonymous qui avaient attaqué un gars qui les avait attaqués, qui avait dit à l'État américain, moi je peux infiltrer Anonymous et tout, les gars lui avaient dit, écoute, on s'est quitté, regarde bien. Et en l'espace d'une journée, ils avaient effacé tous ses emails et toute sa vie. Alors ça c'est ciblé et ça va jamais arriver à personne, à moins que vous ayez cherché la merde aux mauvaises personnes. Mais ça peut arriver. Et le mec avait dit, mais je n'existais plus. Ils avaient supprimé mon numéro de sécurité sociale aux US. Je n'existais même plus dans les bases de données avec mon numéro d'identité. J'avais bien mon passeport, mais le passeport n'existait plus dans la base de données des IRS et tout, des trucs d'immigration. Et les mecs, ça vous donne un peu l'idée Mais c'est un exemple extrême. En fait, ce qui là, comment il s'appelle, le grandeur, il faut faire putain, tu vas... je te conseille vraiment fortement que si tu vas commencer à craquer des trucs, d'avoir un ordinateur ou en tout cas une safe station où t'as un truc qui fait que ça, qui est pas relié au reste. Avec d'avoir divisé en deux ton disque dur, d'avoir une section encryptée où tu vas aller. Mon dieu, là tu l'as déjà perdu. Hein. Oui, mais moi je fais ça sur mon PC, moi. Ah oui, avec les trucs de banque d'ouvert et tout, et puis je fais des puzzles en live. Oui, puis attends, tu me verras ton email, je t'enverrai un lien, petit truc. Le grand gars, envoie-nous ton email et un peu de données là. On va s'occuper de toi, t'inquiète, on va te mettre au travail. Ça va bien se passer. Non, mais on va envoyer des liens, on va te mettre des trucs, tu verras, ça va bien se passer. Bon, 5 minutes, Samuel. Écoute, envoyez vos questions. Est-ce que le chat a des questions hein? Est-ce que vous avez des questions? On reste 5 minutes et après on va aller voir des canons. Une machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est installer Linux sur ton Windows et avoir Windows ou un autre Windows sur ton Windows. C'est créer un mini... Ce que beaucoup font d'ailleurs pour bosser sur Linux et tout. Tu vas regarder les mecs qui scamment les scammers, tu sais, les scam baiters. Ils ont ça, ils vont jamais mettre leur propre machine. C'est une machine virtuelle. Une machine virtuelle, tu l'éteins, elle est cassée, tu la rallumes, elle se remet à jour comme il faut. Et on se demande, pour les fainéants, et si on s'en fout de toutes ces précautions, est-ce réellement un problème? Déjà, il pose une question intéressante. Non, parce que tu peux dire, et c'est un argument que j'ai entendu, qu'on m'a dit, et qui est que j'entends et que je peux pas contrer. Oui, donner tes données peut améliorer les produits, améliorer les propositions que tu vas recevoir. Absolument. Regarde, Yadou qui est très naïf, dit « Ça sert à quoi de protéger nos données? Je comprends pas ce qu'il peut arriver. C'est d'accord des pubs personnalisées. » Bah, il a pas tort. T'es content de voir des produits en tant que consommateur. Ouais. Si t'aimes consommer. Moi, je suis un mauvais consommateur, je suis trop pauvre pour consommer. Donc, je veux pas avoir de pub de trucs que je vais pas acheter. Mais si lui est un grand consommateur, par exemple, il veut avoir des produits. Après, moi, je veux personne qui vienne commencer à gueuler que l'algorithme YouTube, il te fait chier. Parce que c'est les mêmes... Ils vont utiliser le même genre.
c'est une logique. Je sais pas qui c'est qui se rappelle d'entre vous, c'était quand 2018, 2019, en gros à l'époque Napoléon quoi. L'histoire de Cambridge Analytica et du Political Compass. C'était quoi l'histoire? C'était une boîte d'opinion, de sondage politique, qui avait créé un sondage en ligne sur le Political Compass. Est-ce que tu es à gauche autoritaire ou ce genre de choses? Ah oui, ça fait super longtemps, c'était passé sur tous les Discord et tout à l'époque. Voilà, seulement, qu'est-ce qui s'était passé? Dedans, il y avait tous les trackers, et eux, ils s'en foutaient du résultat politique. Résultat, mais... Ton résultat, eux, ils s'en foutaient. Par contre, eux, ils ont réussi à te mapper l'entièreté des États-Unis. Par État et par ville de... Oh là là, c'est par connexion Internet, par machin, autant parce que quand tu vois aujourd'hui que les paris en ligne de l'élection, ça a généré des centaines de millions de gains, il y a un Français qui a gagné 500 millions de dollars pour l'élection de Trump. Là, tu dis, t'as ça sous la main? Mais c'est une mine d'or. Faut bien comprendre. Ça, ou une recommandation YouTube, ou une meilleure pub, c'est le même travail. C'est collecter des données, les analyser pour produire un résultat sur lequel tu peux utiliser. Au niveau individuel, ça va pas modifier votre vie, mais il faut toujours avoir une vision un peu plus grande que juste vous. En fait, il faut pas être trop nombriliste et il faut accepter de voir. Ouais, mais à quoi ça sert quand vous le mettez à une grande échelle? Et c'est là que ça devient. Par exemple, si vous ouvrez TikTok, qui est aussi une. TikTok. TikTok, les données, les serveurs de TikTok, ils passent directement en Chine. Et quand tu sais que TikTok Chine n'est pas le même TikTok que TikTok pour les gaijins. Il est sympa le TikTok chinois d'ailleurs. Ah, mais il est très beau. T'apprends plein de trucs. Gavlov, c'est pas les TikTok de la Sorbonne avec tes potes palestiniens, hein? C'est pas les mêmes, hein? Putain. Ah non, du tout. C'est plutôt le genre pas très Charlie là-bas. Bon, on va s'arrêter là. On a des choses à faire. Font-ils ça entre employés d'entreprise? Espionnage d'infos sur les PC des concurrents. Après ça c'est encore un autre truc, c'est pas c'est de l'espionnage industriel bien sûr, c'est vieux. Ça doit exister, mais le problème c'est que c'est tellement difficile et ça merde. C'est vachement ciblé. Aussi. Et si ça merde, t'es tellement dans de la merde. Si Spotify va commencer à espionner Netflix. Par contre, c'est plus simple d'envoyer des stagiaires de ton pays. Mais c'est très commun de voir par exemple Sony récemment, je t'en avais parlé il y a longtemps. Sony s'était fait voler pour plusieurs terras de toutes les infos de PlayStation Live. Et les mecs leur avaient dit, écoutez, on veut 50 millions de dollars en rançon. Et les mecs leur avaient... Sony avait dit, non, allez vous faire foutre, on refuse de payer. Ils m'ont dit, ah mais vous comprenez pas, on peut reboot vos serveurs et tout. Parce qu'on n'a pas pris que les données de vos clients. On a pris toutes les données techniques. Et Sony, le PlayStation Live, c'était en 2008 ou en 2018 ou 2019. Et le PlayStation Live s'était fait attaquer et ils avaient perdu l'accès à leur propre serveur. Il aurait fallu 3 semaines pour tout reboot de zéro. Parce qu'en fait, les mecs avaient pas juste dérobé le merdier, ils avaient perdu aussi toutes les données techniques. Les mecs littéralement dit, ah mais en fait, on peut rentrer comme on veut là-dedans. Et ils avaient refusé de payer Sony et ça leur avait coûté 4 ou 5 fois plus cher que la rançon qu'ils auraient payée. Ça, c'est un type d'exemple qui est vachement ciblé. Mais ça se fait. C'est du hacking bêtise con. Après, là, de ce dont on parle, ce dont je parle moi, c'est vraiment simplement, c'est comment tu vas... c'est les trackers qui vont faire regarder pour analyser quelque chose. Tu vas pas commencer à aller espionner le concurrent, bien que ce soit possible, mais... Et tu vas en faire quoi? Parce que c'est ça. C'est rentable dès que tu as 3 terras de data et que tu as 50 millions de personnes. C'est même pas de la taille qui va dire que c'est intéressant. T'en fais quoi? Qui est intéressé par ça? Est-ce que je chope le fichier Excel de Mathilde de la compta? J'en fais quoi? Donc ouais, c'est ce qu'on disait, c'est que individuellement ça sert à rien. C'est quand tu vas commencer à pouvoir agréger. Un autre exemple tout con, c'était quand? Il y a quelques années, il y avait une mode qui était de dire regardez, c'était moi il y a 10 ans. Sur Facebook, c'était un truc comme ça.
Seulement, c'était une boîte de une boîte d'intelligence artificielle qui avait lancé ce challenge ou un truc comme ça. Et puis, comme c'était une app qui faisait ça, ben, ils avaient tout regroupé les machins. Puis maintenant, c'est un des leaders mondiaux de la génération de visage. Parce qu'ils ont eu des millions de personnes qui ont montré comment tu vieillis. Ouais. Mais il y avait l'exemple aussi que je vous avais donné la dernière fois que j'avais parlé de ça et que je t'avais dit, Glaps, c'était les cliniques de rajeunissement où on vous fait du traitement à 100 000 $ la semaine pour vous, avec un régime, un suivi médical et tout. Et les mecs pillaient les banques de données, donc les datas des hôpitaux aux quatre coins du monde pour simplement entraîner des modèles d'IA à faire des diagnostics online pour ne pas avoir un tout-bib et tout. Et détecter peut-être des choses qu'un médecin n'aurait pas vues. C'est de nouveau ça. C'est un bel exemple. C'est ce que je disais. Tout est algorithme. C'est données qui créent un algorithme qui permet de prédire quelque chose. Si tu arrives à savoir que Jean-Michel, ben, il boit du rouge, il boit du pastaga, puis il fume, bon ben... tu vas lui vendre un bon truc. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Tu reviendras peut-être Samuel un jour pour nous parler peut-être des IA ou un truc plus en détail. Une fois ou l'autre. Je vais d'abord retourner dans mon tonneau de blanc. Ouais, voilà, c'est ça, tomber dedans, ouais. Il y a eu des tests de diagnostic média quali de bon devenir où le médecin. Mais oui. Et en fait, moi, oui. j'avais eu pour client un mec donc qui est propriétaire de cliniques comme ça et qui est aussi dans une ponte du pharmaceutique belge qui avait ses propres cliniques. Et il gueulait justement parce que les Israéliens ne voulaient pas ouvrir les banques de données de certains hôpitaux en Israël. Et on parlait de terras, de données, et ils s'en foutaient de Jacou qui a un cancer et tout. Ils voulaient juste récupérer des terras de données globales pour entraîner des modèles d'IA, pour après obtenir des diagnostics faits par des intelligences artificielles. C'est un très bon exemple. On s'en fout. Et ça existe. C'est-à-dire que si vous allez à l'hôpital, peut-être que vos données personnelles... mais on s'en fout que vous ayez un genou cagneux et tout, vont être utilisés pour entraîner une IA à l'autre bout du monde, pour faire des diagnostics à des stars qui sont prêts à foutre des millions là-dedans. Pour trouver qui a du genou cagneux, à jour 1, à jour 2, à jour 3, quelle est la tendance, on a mis ceci et cela, pouf, et puis... En fait, tu as pu l'inviter malgré que tu es en Islande. Mais il habite à 1 kilomètre de chez moi, il est de l'autre côté de la vallée, il est venu à pied. Pratique, non? Bon, on va s'arrêter là. il fait soif. Hein. Ouais, on va s'arrêter là. Et merci d'être venu. Parce que, comme j'avais déjà un peu abordé le sujet des IA, mais moi, tu m'as rien appris parce que tu m'as déjà éduqué là-dessus. Mais c'est intéressant. Les gens parfois se rendent pas compte de... Leurs données en elles-mêmes n'ont pas de valeur, c'est plus quand tu les mets ensemble avec plusieurs... Après on finit, vraiment on coupe le stream. J'avais lu un truc, une adresse email, c'est 20 centimes d'euros chez les data brokers ou un truc comme ça. Tant que ça. Ouais, 15-20 centimes, il y a des histoires comme ça, donc quand tu fais un spammer ou un truc comme ça qui veut quand tu commences à récupérer 50 millions d'adresses email, ça fait du fric réellement. Ça génère du pognon et tu t'en fous de qui c'est qui y a dessus et tout. C'est juste des banques de données gigantesques en fait. Mais après, si tu sais que ces adresses email elles marchent, ça veut dire qu'elles sont liées à quelqu'un, tu peux les couper avec d'autres données. S'il y a des matchs entre les deux trucs. Ça marche. Bon voilà, écoutez, si vous voulez... si on a oublié des choses, forcément, vous voulez parler de votre expérience personnelle, vous avez les commentaires de la vidéo YouTube dessus. Et puis, moi demain, je ferai du Panzercorps. Oh mon dieu, je vais être salé encore. Du Panzercorps en début d'après-midi, mais en soirée, je ferai du Compagnie of Heroes. J'essaierai de trouver des joueurs. Je crois qu'il y a la Vipère qui est dispo. Minute spatiale, samedi. Et nous, on va s'arrêter là. Bon, sur ce, passez une bonne soirée. Et on vous dit à ciao, salut tout le monde, bye bye. Allez. Voilà, et hop. Écoute Samuel, on a eu des pointes. Moi j'ai vu 100, on était quasiment tout le temps à ça. Presque 200 quasiment, ça c'était juste Twitch, il y a aussi YouTube. Moi je voyais sur YouTube, j'étais à quasiment 100 de moyenne. Ah oui, là c'est Twitch, mais on était, YouTube on était à 80.